Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, l'herbe du diable et la petite fumée. Un rapport publié hier sur le marché des drogues en France montre que celui-ci est dominé par le cannabis à hauteur de plus d'1 milliard d'euros par an. Sachant que les jeunes gens qui s'occupent de la revente se livrent une guerre sans merci pour ce pactole. Encore 3 morts à Marseille il y a quelques jours. La question qui fâche mérite d'être reposée. Faut-il dépénaliser pour casser une partie des trafics ou l'État doit-il carrément légaliser et contrôler le marché du cannabis comme le fit en son temps la CEITA avec le tabac? Nous en débattrons, mais pas avant d'avoir reçu en exclusivité, nous en sommes fiers, la lauréate du prix Nobel de littérature 2015, la Biélorusse Svetlana Alexievitch, distinguée pour son œuvre L'histoire des âmes, comme elle le dit, l'âme de l'homme rouge, l'Homo soviéticus. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume Roquette. Bonsoir Madame Alexievitch. Добрый вечер. Bonsoir. Une première question avant votre portrait. Est-ce que vous considérez que ces prix Nobel littéraires est aussi une récompense politique comme il l'avait été en son temps pour Boris Pasternak et pour un écrivain que vous admirez immensément, Solzhenitsyn? Je ne voudrais pas que ce soit uniquement ainsi, parce que j'espère que la qualité littéraire de mon œuvre a été reconnue et ma volonté unique de voir l'histoire du bolchevisme russe, presque 100 ans de cette magie et grands mensonges opérés. Et j'espère que ces récompenses littéraires, mais dans mon mode de vie, dans mon mode de pensée, dans ma criticité, je peux me considérer comme dissidente. Je pense que c'est un peu le sort de l'artiste en Russie et aussi en Bélarus. L'artiste doit être dissident. On vous retrouve dans un instant, mais d'abord votre portrait, ce que l'on dit et ce que l'on écrit de vous sur Internet, c'est l'empreinte digitale de Marc-Antoine de Porrette. Regardez. En tapant Svetlana Alexievitch sur Internet, on arrive évidemment sur les nombreux articles consacrés à votre prix Nobel de littérature. Le 112e depuis sa création, mais le premier attribué à une Biélorusse. Vous êtes né en 1948 en Ukraine, ce qui à l'époque fait de vous une soviétique. Membre des Komsomol, les jeunesses communistes, vous choisissez d'étudier le journalisme à Minsk, la capitale de la République soviétique de Biélorussie. Au cœur du totalitarisme, vous observez le déclin d'un empire dont vous allez faire votre œuvre en recueillant des centaines de documents et de témoignages. Была такая огромная страна, лаборатория, да, которая хотела предложить миру альтернативный путь цивилизации, социализм. И что из этого получилось в этой стране? То есть здесь идея социализма абсолютно проиграла. Vos livres, salués par le jury du Nobel comme une œuvre polyphonique, mémoriale de la souffrance et du courage, naviguent dans les grandes catastrophes du siècle soviétique. La Seconde Guerre mondiale, la guerre en Afghanistan, la catastrophe de Tchernobyl, la chute de l'URSS. Vous attaquer à l'histoire alors que ce n'est pas encore de l'histoire vous cause quelques ennuis. Surtout à la fin de l'URSS où un certain Alexandre Loukachenko accapare le pouvoir en Biélorussie. Diffamé, mise sur écoute, censuré alors même que vous ne votez pas, devenue étrangère dans votre propre pays, vous partez. D'abord en Italie, puis à Paris, Göteborg et enfin Berlin. Un exil de 11 ans. De retour à Minsk, vous voilà auréolé du plus grand de tous les prix littéraires. Alexandre Loukachenko, fraîchement réélu président avec 80% des voix, vous a même félicité. Pensez-vous, Svetlana Alexievitch, être un jour publiée en Biélorussie? Je l'espère, car récemment, des jeunes gens ont déjà publié en clandestinité, on peut dire. Déjà, c'est le fait. Et on peut trouver déjà ce livre dans certaines librairies et kiosques. Alors, c'est une dictature très, très spécifique parce que tout dépend du courage maintenant de directrice d'une librairie, du courage personnel des gens. Et c'est là où on voit l'espace de liberté qui commence à se constituer. Est-ce que vous diriez que vous êtes la voix des sans-voix depuis 30 ans que vous publiez des livres et que vous recueillez
publié des témoignages de femmes, de veuves, de soldats, de jeunes enfants. Est-ce que vous diriez que vous travaillez dans les interstices laissés entre la propagande écrasante et la peur, le silence de la peur? Vous savez, j'ai grandi dans la famille de deux instituteurs de campagne et c'était la famille en 4 générations d'instituteurs. Et cet esprit, cet héritage que j'ai reçu, l'esprit de la vie de campagne, mon enfance a été marquée par les récits des vieilles personnes et je suis toujours admirative de ces vieilles femmes. D'ailleurs, ils sont déjà partis, mais je garde encore leur voix et je voulais toujours voulu écrire comme elles ont dit. Quand vous recueillez ces témoignages de gens qui sont des inconnus, un ancien combattant, une serveuse, est-ce que vous avez une idée derrière la tête? Est-ce que vous voulez démontrer une thèse? Je voudrais comprendre avant tout d'où nous venons, où allons-nous, et chaque livre, c'est à la fois un témoignage et une réponse. Quel pays sommes-nous? Quels gens l'habitent? Pourquoi nous pouvons réussir? Nous ne pouvons pas réussir comme tout le monde. Qu'est-ce qui peut expliquer notre souffrance énorme? Pourquoi cette souffrance n'est pas convertie en liberté? Et c'est ça mon principal objectif, c'est ça que je veux comprendre. Est-ce que la guerre des Russes, enfin la guerre soviétique en Afghanistan a été un moment déclencheur dans votre travail, a été un moment de basculement, où vous avez pris conscience que quelque chose ne pouvait plus durer? Vous savez, évidemment, ma confiance a été bouleversée parce que je ne peux pas dire que je n'ai pas cru à l'idée communiste. Au contraire, j'ai grandi dans un pays, dans une famille qui a toujours cru. Et par exemple, mon père, il a demandé que sa carte de membre de parti soit posée dans le cercueil, et ça, c'était sa dernière volonté. Mais l'Afghanistan, c'était pour moi le point de non-retour. Quand j'ai vu ce que l'Union soviétique fait là-bas, et je me rappelle toujours quand on était venu dans l'hôpital pour la population civile, et on a distribué des jouets avec les infirmières, et j'avais une jeune femme afghane et le petit garçon m'a pris les petites poupées avec des dents. Et je dis pourquoi il prend ce jouet avec les dents? Et là, je vois que c'est un corps sans mains et sans jambes. Et sa maman me dit, c'est toi qui es responsable, c'est vous les Russes. Et c'est ça qui m'a bouleversée à jamais. Et à la suite de ça, vous avez écrit Les cercueils de zinc. Svetlana Alexievitch, Nadia aimerait vous parler d'une femme que vous connaissez, une pilote ukrainienne. Oui, et dont on commence à parler un peu en Europe, qui s'appelle Nadia Savchenko. Elle est ukrainienne. Effectivement, elle a 34 ans. Vous êtes exprimé sur le sujet il y a très peu de temps. Elle est pilote dans l'armée de son pays et la Russie l'accuse de plein de choses, d'être responsable de la mort de 2 journalistes russes et d'avoir franchi illégalement la frontière. Elle clame son innocence depuis des mois dans la prison russe dans laquelle elle se trouve. Elle vous a adressé une lettre il y a quelques jours pour vous remercier d'avoir publiquement défendu. Une lettre dans laquelle elle évoque Vladimir Poutine. Je vais la citer. Voilà ce qu'elle écrit. Nous verrons lequel de nous deux a le plus de couilles. Pour moi, Poutine a déjà perdu. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que cette jeune femme? Poutine a déjà perdu? Et sur quel plan? Je pense que c'était qu'avec le procès de Savchenko, c'était un procès vraiment politique très facile pour l'écraser, alors qu'ils ont reçu une résistance comme celle de Jeanne d'Arc. Et c'est une très forte personnalité, absolument remarquable. Et c'est vrai que ce procès est devenu non seulement le procès de Nadia, mais le procès de l'Ukraine. Et ce qu'on veut juger et accuser, c'est que l'Ukraine veut vivre son propre destin indépendant de Russie. Et plus, c'est un procès purement politique. Et plus il va durer, plus Poutine perd. Poutine et le chef d'État biélorusse, c'est la même chose?
Non, je pense, comme a dit Nadia, Poutine a plus de couilles. Il a un très grand pays, un grand nombre de missiles. Loukachenko, lui, c'est un dictateur dans un petit pays. Et heureusement, ses pouvoirs de nuisance sont limités, alors que Poutine a fait peur au monde entier. Il a fait peur non seulement à nous, qui avons compris. Ceux qui ont fait la perestroïka, il nous a montré que nous étions trop romantiques et tout est réversible. On a pensé que demain on sera libre, mais non. On n'a pas atteint ce point de non-retour. Le peuple ne nous a pas écoutés. Alors que quand lui, Poutine, a commencé à parler sur l'ennemi, sur la Grande Russie, l'ennemi Amérique, l'ennemi Europe, là, le peuple l'a entendu et voilà, 90% des voix de soutien de Poutine. Et nous sommes horrifiés. Nous avons compris que nous ne connaissons pas notre propre peuple. Comment expliquez-vous une forme de nostalgie pour le communisme chez une partie de la population russe aujourd'hui? Comment vous l'expliquez-vous? Est-ce que c'est douloureux d'attester de ça? Ça ne pourrait être autrement. Car c'est le socialisme de Chicago, ce qui a été réalisé. Tout simplement, on a spolié les gens, on leur a privé de tout. Aujourd'hui, c'est un pays, toutes les richesses sont accaparées par un tout petit cercle de gens. Et quand moi, j'ai parcouru toute la Russie, il y a 10 ans, j'ai dit que toute cette entreprise va se terminer soit par un grand soulèvement, soit par un retour en arrière, parce que ce grand mensonge, le peuple russe ne pourra pas le pardonner. C'est ce que j'ai dit en préparant mon livre sur la fin du Rhum rouge. Et maintenant, on voit que ce pouvoir est devenu la voix du peuple et non pas les démocrates. Parce que le problème, ce n'est pas Poutine personne, mais l'individu, mais le Poutine collectif qui traduit la conscience collective. Parce que, en fait, dès qu'on sort dans la rue, on entend ce discours. On est trahi, nous n'avons pas... mais maintenant, tout le monde suit Poutine. On lui croit qu'on veut nous punir, on veut nous priver de pétrole et de gaz. Merci d'être venu dans 28 minutes en exclusivité. Svetlana Alexievitch, je précise que La fin de l'homme rouge que vous avez publié en 2013 chez Actes Sud, essai remarquable chez un non moins remarquable éditeur français, est évidemment réédité, ainsi que vos œuvres, certaines de vos œuvres, toujours chez Actes Sud, des œuvres des années 90. Merci encore d'être venu sur Arte. Et on place au débat. Débat sur les mesures à prendre face au trafic de drogue qui rapporte en France, rappelons-le, plus de 2 milliards par an, dont la moitié grâce, entre guillemets, au cannabis. La prohibition des drogues n'est pas efficace. Faut-il dépénaliser ou même légaliser le cannabis avec le contrôle de l'État? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Tu du shit. C'est un marché juteux, plus de 160 tonnes vendues et consommées chaque année illégalement. Le trafic de cannabis en France génère plus d'1 milliard d'euros, une estimation rendue publique hier. Des chiffres vertigineux qui relancent un débat récurrent. Faut-il légaliser le cannabis pour court-circuiter les systèmes mafieux et mieux contrôler la consommation? Tu vas te couper de tout, t'auras plus envie de rien. Tu seras une larve, mec. T'en veux combien? Officiellement, dans la majorité, malgré ce que peuvent laisser penser ces images, le pétard pour tous n'est pas à l'ordre du jour. On peut toujours débattre de ces questions, mais le gouvernement ne prendra aucune initiative qui légalise, autorise, dépénalise l'usage du cannabis, qui reste un vrai problème de santé publique, de prévention, bien évidemment. Seulement, l'actualité ébranle parfois les certitudes et les convictions. Les chiffres sur la consommation des adolescents, la mort de 3 jeunes à Marseille, dans une fusillade liée au trafic de cannabis il y a quelques jours, obligent les politiques à s'interroger, quitte à sortir du rang. Lorsque dans une société, on nous indique que 40% d'une génération consomme du cannabis, moi je trouve qu'il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable de se boucher les yeux. Alors que les Français sont les plus gros fumeurs de cannabis en Europe,
L'État doit-il prendre le contrôle du marché pour mieux le réguler? Bonsoir à tous les trois. Romain Pérez, bonsoir, vous êtes économiste. Vous êtes très proche du think tank Terra Nova. Oui. Et vous êtes pour la légalisation de la production, de la vente et de l'usage du cannabis dans le cadre d'un monopole public. À côté de vous, le professeur Costantin. Jean Costantin, bonsoir. Vous êtes pharmacologue, bonsoir, président du Centre national de prévention d'études et de recherche en toxicomanie. Vous aviez publié avec quelques autres « Faut-il dépénaliser le cannabis ?» C'était aux éditions du Muscadier. En 2013, selon vous, l'État ne peut pas vendre un produit aussi dangereux pour le cerveau des jeunes gens que le cannabis. Vous dites carrément le chichon, ça rend con. Et à côté de vous, une addictologue et psychiatre, Emma Vievorka, bonsoir. Bonsoir. La légalisation des drogues, une mesure de salut, coécrit avec Michel Hautefeuille. Ça, c'était chez Odile Jacob en novembre 2014. Pour vous, selon vous, la prohibition du cannabis favorise paradoxalement sa diffusion en empêchant ce qui est indispensable, la prévention. On démarre avec une question d'un internaute, Nadia. Je vous lis tout de suite. Alcool, tabac, sucre, cannabis, qui décide de la légalité d'une de ces drogues par rapport à d'autres. Jean Costantin, est-ce que vous mettez le cannabis sur le même plan en termes de santé publique que l'alcool et le tabac qui font des milliers de morts et qui sont légaux pour le coup? Un degré supérieur par rapport à l'alcool, par rapport au tabac. Le cannabis pire que l'alcool et le tabac? Absolument, parce que, et nous aurons, je l'espère, l'occasion de le développer, il y a une psychotoxicité du cannabis qui, en fait, rend cette drogue remarquablement dangereuse. Ça ne veut pas dire que les autres sont dénués de danger. Si on traite du tabac en termes de mortalité, 78 000 morts chaque année, chaque jour, c'est un Boeing avec 215 fumeurs qui se crachent en France. Vous avez préparé l'émission. On ne peut pas faire passer ça. Non. Oui. Mais c'est en fait la présentation des drogues licites. Oui. Voilà ce qui nous attend lorsque des drogues sont soumises à la licité. L'alcool, 4 à 5 millions d'entre nous sont en délicatesse avec l'alcool, alcoolodépendants, incapables d'être une journée par semaine à s'en priver. 49 000 morts chaque année du fait de l'alcool. Professeur, on va pas égrener, on va arrêter d'égrener cette liste et on va essayer d'avancer un tout petit peu avec un chiffre. Voilà, moi je vais vous donner un autre chiffre. Ce chiffre, c'est 34%. C'est la croissance du marché français de la vente de cannabis depuis 5 ans. Et quant à moi, ce qu'on pourrait croire, il ne se vend pas plus de cannabis en volume aujourd'hui qu'il y a 5 ans, mais il coûte de plus en plus cher. Il y a une sorte d'inflation, en tout cas dans ce domaine-là. Romain Pérez, comment est-ce qu'on peut expliquer cette augmentation des prix ? Alors, c'est une augmentation relative. On est quand même sur un marché du cannabis qui est très très compétitif en France. On peut acheter 1 gramme en gros de cannabis sous forme de résine pour 5 € en région parisienne en tous les cas. Et donc ça atteste que c'est un marché très très accessible. Alors il y a peut-être effectivement une hausse relative des prix. C'est certainement le fruit de la hausse de la demande et globalement du fait que c'est un marché qui n'est pas contrôlé, qui est laissé de manière très libre aux acteurs du marché. C'est le secteur le plus libéral de l'économie française. Emma Vievorka, est-ce que c'est aussi parce que le produit est de plus en plus concentré, c'est ce THC qui est le principe actif du cannabis qui fait que les prix peuvent augmenter ? Alors ça, je pense que vous êtes mieux à même que moi de répondre. Est-ce qu'on fume le même cannabis aujourd'hui qu'il y a 30 ans? Est-ce que c'est la même qualité? Pas du tout. Il paraîtrait que c'est les plus taux concentré. de tétrahydrocannabinol au cours des cas de THC se sont accrus d'un facteur 4 à 10. Ça n'est plus du tout la drogue qui a pu être connue il y a une trentaine d'années. C'est comme si vous comparez les effets d'une canette de bière 5 degrés alcoolique et d'un flasque de whisky 250 ml. Ça veut dire que ça le rend plus addictif? C'est ça, la concentration de ce produit THC est beaucoup plus détériorant. Oui. Et là, on voit bien quand même les limites du système actuel, puisqu'on ne contrôle pas la quantité de THC dans le cannabis. À partir du moment où on légalise, là, on peut contrôler ce qu'on vend. Quand il n'y a pas de contrôle, on vend des produits sans empêcher un marché parallèle qui proposera des produits beaucoup plus fortement dosés, ce que réclame évidemment le toxicomane, toujours plus souvent, toujours plus fort. Et Emma Vievorka, non, vous n'avez pas l'air... Non, je pense que ça dépend de la manière dont on légalise et des prix qu'on fixe, des taxations. Et après, il y a toujours un peu certainement un marché noir. Ça existe même pour le tabac aujourd'hui, vu que les prix augmentent.
voilà, c'est un équilibre à trouver, mais la plupart des consommateurs n'ont pas de raison de continuer à se tourner vers un marché illégal. Il y a combien de consommateurs en France à peu près, même si j'imagine que c'est difficile de le savoir, mais les statistiques donnent quoi comme 1 million... consommateurs récurrents, quotidiens? 1 600 000 usagers réguliers. Oui. Et usager régulier, celui qui 3 fois par consomme semaine au moins un joint, un pétard, une fois tous les 3 jours. Ah, une fois tous les 3 jours. Raconté comme cela, on a envie de sourire. C'est 500 attendez, 700 000, de quoi parle-t-on? La cigarette, c'est une fois par heure. Toutes les choses sont différentes quand on intègre le fait que le THC, en fait, est de toutes les drogues. Je dis bien de toutes les drogues, la seule à se stocker très durablement dans le cerveau, dans les graisses de l'organisme. Le cerveau, ce que j'appelle trivialement la motte de beurre, très riche en substances lipidiques dans laquelle le tétrahydrocannabinol vient se stocker. Et donc, un joint, c'est une semaine dans la tête et plein de joints, c'est pour des semaines dans le cerveau et dans les panicules adipeux du corps. Guillaume Pérez, le cannabis, ce n'est pas seulement un marché, c'est aussi un lieu de violence, en tout cas dans son commerce, avec la guerre des gangs, la délinquance qui tourne autour. C'est pour vous le principal argument qui plaide pour une dépénalisation? C'est pour éviter l'économie parallèle avec sa violence autour? Alors je pense qu'il y a différents arguments en faveur de la légalisation. Le premier, et c'est là où on ne soit pas d'accord, c'est qu'effectivement, je pense que, et c'est ce que notre étude montre, la légalisation permet aussi de contrôler l'accès. Et donc, si on contrôle les prix également, de maintenir la prévalence et de protéger les populations jeunes. Deuxièmement, il y a un enjeu financier pour les pouvoirs publics. Aujourd'hui, la politique qui est en place coûte très cher. Si on légalise, on a des recettes publiques importantes et on peut faire de la prévention. Et le troisième élément que vous mentionnez, c'est effectivement la question sécuritaire. C'est la raison pour laquelle l'Amérique de Barack Obama a complètement changé de position sur la drogue. Ils ont abandonné la guerre à la drogue parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une source de criminalité. Ce qu'on voit à Marseille aujourd'hui, c'est le produit de ce système clandestin qui favorise le marché noir et une criminalité absolument effarante, avec des liens d'ailleurs avec le grand terrorisme international. Il y a des passerelles aujourd'hui qui existent et qui sont dangereuses. D'ailleurs, vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à dire ça, puisque le président de la République lui-même, à l'occasion d'une saisie de 7 tonnes de cannabis dans le 16e arrondissement, a fait récemment le lien entre le trafic de cannabis et le financement du terrorisme, carrément. Regardez. C'est dire si nous sommes capables, grâce aux douanes et grâce aussi aux autres forces qui concourent à la lutte contre les trafics, de porter des coups très sérieux à des organisations criminelles, qui ont d'ailleurs des liens avec d'autres organisations, y compris terroristes. Romain Pérez, on en est sûr, ça, que le cannabis finance le terrorisme? On sait qu'il y a des passerelles. Le cas de Mohamed Merah, par exemple, est un exemple. Vous nous rappelez quelle passerelle? Ce sont d'anciens dealers qui vont en prison et qui, à ce moment-là, se radicalisent. C'est-à-dire que cette criminalité-là, c'est la porte ouverte, effectivement, à une contestation peut-être beaucoup plus violente encore de la loi, mais on est effectivement dans un franchissement de la barrière de la légalité qui est dangereuse parce qu'elle est largement banalisée. Ce sont des des dizaines de milliers de dealers dont on parle aujourd'hui. On estime à 100 000 le nombre de dealers en France. Croyez-vous que le jour où on légaliserait le cannabis, ils vont se reconvertir illico dans la vente des sorbets citron ou des fraises tagada? Non, mais qui peut avoir en fait cet angélisme d'imaginer que c'est vrai que présenté comme ça. Il y a des études sociologiques. Emma Vievorka. Oui, il y a des études sociologiques qui montrent que, d'abord, c'est souvent une économie de survie, que les 100 000 dont vous parlez gagnent en gros le RSA grâce à leur commerce. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent grâce à ça, voilà, c'est les 1000. On s'enrichit rarement avec le cannabis. C'est les 1000 semi-grossistes qui en France. Il y a quand même 1 milliard, le résultat. Il y a beaucoup d'argent, mais les petits dealers gagnent peu et ils sont souvent en fait à cheval sur cette économie illicite et l'économie légale et ils ne sont pas spécialement diversifiés en fait dans d'autres activités. Donc il n'y a pas de raison particulière de penser qu'ils vont se tourner vers d'autres activités illicites. Comment expliquez-vous, Emma Vievorka, que ce débat qu'on a là, les politiques ne l'ont pas? Parce qu'ils considèrent, à gauche comme à droite globalement, on l'a vu avec Manuel Valls, que finalement, il y a l'interdiction, point, et on ne doit pas en sortir. Oui, je sais pas. C'est pour ça que nous, on a écrit ce livre, c'est un peu pour lubrifier le débat, quoi, parce que c'est rouillé. Mais il peut y avoir une raison. C'est pas tout à fait vrai, parce que là, il y a quand même de plus en plus de mouvements. Il y a des députés qui ont produit, de droite comme de gauche, qui ont produit des rapports en faveur avec la légalisation. Est-ce qu'il peut y avoir, même si c'est presque un gros mot aujourd'hui, une raison morale? C'est-à-dire de dire, à partir du moment où on reconnaît que cette consommation est nocive, l'État n'a pas à organiser, à prêter la main à une activité qui est nuisible pour les citoyens.
que c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler. Oui, et que c'est pour ça qu'on ne dépénalise pas. Je crois que poser la question, c'est y répondre. Effectivement, n'est-il pas dans la fonction de l'État d'assurer effectivement la sécurité de ses citoyens, et la sécurité sanitaire étant la première d'entre toutes? Mais le problème, c'est que justement, c'est la... Justement, les résultats sont catastrophiques. On est un des pays où la prévalence au cannabis est la plus élevée. En Europe, où les jeunes sont les plus exposés. L'État est en défaillance aujourd'hui. Et vous pensez qu'ils fumeraient moins si c'était légalisé? En tout cas, ils ne pourraient pas acheter. En réalité, ils auraient beaucoup plus de mal à acheter. Aujourd'hui, c'est trop facile d'acheter du cannabis. Dans toutes les écoles de France, en tout cas dans tous les collèges et lycées de France, vous trouvez du cannabis très facilement. Donc, à un prix extrêmement compétitif. Le fait de légaliser empêcherait l'accès. Là, excusez-moi. En fait, les politiques... Parce que s'il faut une carte d'identité pour acheter du cannabis, déjà c'est un peu plus compliqué que d'aller voir son dealer en bas d'un collège ou d'un lycée. Donc les dealers continueront leur travail. Mais pas avec la même population. Ça, c'est quand même très important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des jeunes qui fument et qui, effectivement, ont des dommages cérébraux extrêmement importants parce qu'ils ne sont pas protégés. Il n'y a aucune politique de prévention. C'est absurde comme organisation. Oui, mais justement, il existe une loi que certains contestent et vous êtes de ceux-là. Cette loi est méconnue. Cette loi n'est pas expliquée. De quelle loi parlez-vous? La loi qui prohibe l'usage, la détention, le commerce du cannabis. Cette loi n'est pas connue. Je fréquente les lycées, les collèges, et je commence souvent mes conférences en leur demandant de m'expliquer ce qu'ils ont retenu de la loi. Ils écarquillent les yeux, ils en sont au stade où ils n'imaginent même pas qu'il y a une loi qui l'interdit. Une loi doit être d'abord connue, ensuite doit être justifiée, doit être expliquée. Eh bien, l'action pédagogique au sein des établissements d'enseignement est remarquablement défaillante. Et ça n'est pas une fatalité. La Suède, qui est exemplaire à cet égard. La Suède qui peut s'enorgueillir d'avoir, en proportion bien sûr, 10 fois moins de toxicomanes que la moyenne européenne. La Suède a pris la mesure du drame du cannabis dans les années 80. Elle a mis en place une pédagogie constituée de 40 heures d'enseignement. Mais en France, hebdomadaire. Pardon. Non, quand même. Distillé entre la maternelle, mais j'ai bien dit la maternelle, et les collèges, pas un lapsus, et l'enseignement supérieur. Nadia, évoquez pour nous, s'il vous plaît, le cannabis de synthèse. Le vrai faux cannabis, le faux cannabis, en réalité, du cannabis qui est fabriqué en laboratoire depuis quelques années maintenant. C'est une substance psychotrope qui se vend sur Internet sous le nom de Spice K2 ou Black Mama. C'est vendu en sachet, ça ressemble à ça, d'environ 3 grammes pour une trentaine d'euros. Officiellement, c'est vendu comme de l'encens avec la mention impropre à la consommation humaine, sauf que c'est évidemment consommé comme du cannabis. Et le problème, c'est que c'est une substance qui est extrêmement nocive, qui a causé la mort de plusieurs dizaines de personnes. C'est un produit très fort qui provoque des hallucinations, des malaises, une dépendance, des infarctus du myocarde chez les adolescents. On peut dire qu'en France, la consommation, elle est encore assez marginale, mais ça gagne du terrain dans certains pays, aux États-Unis, en Russie, en Suède. Et le problème de ce produit, c'est que la plupart du temps, en fait, il contient que des produits légaux. Donc c'est très difficile de légiférer contre ça. Est-ce que finalement la légalisation, ça ne permettrait pas de casser ce type de business? Si, parce que justement c'est une des conséquences de la prohibition qu'en réalité il y a des chimistes et des petits génies de laboratoire qui produisent des... Et ça disparaît le jour où on légalise? C'est-à-dire que... Attendez, parle pas tous en même temps. Emma Vievorska. Si ces gens sont si créatifs, c'est pour entrer dans la brèche. Pour contourner Oui. Exactement. Donc après, si le marché, si une partie du marché est légalisée et que les consommateurs peuvent aller consommer des produits beaucoup plus banals, il n'y a aucune raison que ce marché-là fleurisse encore. L'autre point, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on met tous les moyens sur le cannabis de rue, on n'a aucun moyen. On passe à côté de ça. On passe complètement à côté des vraies menaces. Ouais. Effectivement, là, il faudrait que les pouvoirs publics mettent des ressources. Seulement, ils ne les ont pas. Ils ne les ont pas parce qu'ils consacrent beaucoup d'argent à la lutte contre le cannabis ordinaire, entre guillemets, et que par ailleurs, il n'y a pas de taxes sur le cannabis. Alors, vous voulez justement, avec Terra Nova, vous avez voulu rendre service au pouvoir public d'une certaine manière en disant s'il y avait légalisation avec contrôle de l'État, ça rapporterait ce contrôle du marché par l'État 2 milliards d'euros en recettes fiscales et ça ferait économiser à l'État 500 millions d'euros dépensés donc pour la répression qui n'aurait plus lieu d'être. Apparemment, ça semble très cynique à votre voisin, mais déjà, expliquez-vous sur ces chiffres, Romain Pérez. Sur la baisse des coûts de la répression, c'est évident. À partir du moment où vous réprimez moins, en tout cas, vous réprimez plus que les dealers, vous évitez plus de 100 000 interpellations par an. C'est beaucoup, de consommateurs.
Donc une bonne partie, c'est des consommateurs. D'infractions à la législation. Des infractions. Et puis après, vous prélevez, si vous prélevez, donc l'estimation qu'on propose, c'est sur la base de taxes identiques au tabac. Le tabac, c'est taxé à 80%, grosso modo. Donc si vous taxez à 80% une activité de l'ordre de 2 milliards d'euros, vous avez plus d'1,5 milliard effectivement de recettes fiscales. C'est très considérable parce que ça permet de financer la prévention, ça permet de mettre des moyens sur d'autres combats liés aux addictions. Lutter contre d'autres produits. Lutter contre d'autres produits. Et éventuellement financer les fameuses 40 heures de pédagogie entre la maternelle. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Costantin? Ces 40 heures de pédagogie ne coûtent rien. C'est une volonté seulement d'enseigner cela plutôt que de passer beaucoup de temps à enseigner. Alors que pensez-vous des préconisations de Terra Nova sur la légalisation et sur les avantages et les bénéfices que ça apporterait à l'État? C'est une démarche de boutiquier. Il n'est de richesse que d'hommes en bonne santé, ni shootés, ni camés, ni paumés, prêts à s'engager effectivement dans la mondialisation qui sont les Jeux Olympiques de l'esprit et perdront ce grand concours ceux qui aborderont en fait cette compétition dans un état incapable en fait de pouvoir y faire face. C'est vraiment une négation de la réalité. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais malheureusement, c'est pas ça qu'on voit sur le terrain. Il y a beaucoup de problèmes. Voilà, je voulais juste revenir sur le fait qu'en réalité, ce qu'on observe, c'est que les politiques publiques en matière de législation sur les drogues influent peu sur le niveau de consommation et que ce qui change, c'est ce que vous disiez finalement, c'est la qualité des politiques sanitaires mises en place dans les pays, voilà, comme en Suède, vous disiez, et que ce qu'on a observé, c'est que, on a plein d'exemples au Portugal où voilà, ça a été dépénalisé. En réalité, la consommation a diminué, elle est inférieure. Mais ça n'a pas été légalisé? Ça n'a pas été légalisé, c'est dépénalisé. Elle est inférieure à ce qu'elle est en France, qu'il n'y avait pas tellement de différence, par exemple, entre le nombre de gens qui consomment à Amsterdam et à San Francisco, à l'époque où c'était interdit à San Francisco. En réalité, ça influe peu. Ce qui change, c'est la qualité des politiques de prévention qui sont mises en place. Il y a un autre argument, Emma Vivorka, contre la dépénalisation, c'est la nécessité de poser des interdits vis-à-vis notamment des adolescents. En d'autres termes, dans une société où il y a de moins en moins d'autorité, il reste celle-là et il ne faut pas l'enlever, celle-là aussi ou celle-là en plus. Ça ne marche pas. Poser des interdits. Après, on revient sur le rôle du droit, voilà. C'est le juste milieu entre les aspirations d'une société et le mieux vers lequel elle veut tendre et en même temps la réalité de ce qui se passe dans le pays. Si vous posez un interdit qui est complètement en contradiction avec les pratiques sociales, voilà, ça ne sert à rien. Et en plus, vous parlez un langage que les gens ne comprennent plus. La preuve, ils ne connaissent plus cette loi. Ça leur paraît ah bon, c'est interdit, ça se trouve. Voilà. Désuet au moins. Si ça n'est pas adapté au terrain, ça n'a aucun effet pédagogique. Alors, tous les jeunes ne dealent pas, ne trafiquent pas dans la rue. Il se trouve qu'il y en a qui le font sur Internet. On va vous parler de monsieur Shiny Flex. C'est flexible avec la morale, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est allemand, il a 20 ans, tout juste, et il dealait du chichon, comme dirait le professeur Costantin, dans sa chambre d'étudiant. Thibault-Nolte l'allume dans Bang Bang. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que le plus gros trafiquant allemand gérait son affaire sur Internet depuis chez maman, il a été expertisé trop immature pour être jugé comme un adulte. Alors faut-il priver Shiny Flakes de dessert? Si Volkswagen était Das Auto, Shiny Flakes était Der Dealer. En 14 mois d'activité, le garçon de 20 ans a négocié 1 tonne de drogue. Depuis sa chambre d'enfant, devant son PC, mais sous une couverture 100% cryptographie véritable, il a développé la redoute pour camer et proposé un vrai New Deal. Après avoir abandonné un CAP de serveur, alors, un peu de mayonnaise sur votre foie gras. Le futur baron de Leipzig s'est intéressé à la création de sites internet, surtout porno, puis au darknet, la planque électronique de tous les trafics. Shiny n'a commis aucun faux pas informatique, c'est sa flemme qui l'a trahi. Il a eu beau s'acharner 16 heures par jour à peser, couper, expédier ses produits, à faire tester leur qualité par résonance magnétique ou au spectromètre de masse par un complice de l'université de Munich, Shiny timbrait ses colis au pif. Et l'un d'eux a atterri chez le mauvais concierge. Oh, chouchou, viens voir ce truc. Un poil dans la main à 3 millions d'euros d'amende et 7 ans de prison. Après le verdict avant-hier, au juge qui s'inquiétait de son avenir, le Justin Bieber de la pharmacopée a promis de démarrer une formation honnête. Il a précisé tout sauf artiste ou infirmier.
Merci Thibault Nolte. On oublie ce cas, mais on n'a pas parlé d'Internet. C'est vrai que c'est un lieu d'échange qui est extrêmement difficilement contrôlable, Romain Pérez. Ça rend la situation encore plus problématique. Absolument, et ça renforce l'idée qu'effectivement, il faut s'adapter à la réalité du marché et non pas rester sur des idées. J'ajouterais, pour rebondir aussi sur la question du tabou, plutôt que de créer des interdits, c'est peut-être plus intelligent de donner des explications. Je pense que cette jeunesse, elle a besoin d'être convaincue par des vraies explications. Et donc l'Internet, c'est aussi une manière d'expliquer la réalité de ce qu'est le cannabis. Ah, vous voyez Internet comme ça. Là, on en parlait comme le lieu des trafics sur le Darknet. Ah, oui. Du coup, si on légalise, on peut faire de la prévention, faire un vecteur d'information. Là, pour le coup, c'est peut-être vous qui êtes un peu angélique. Une question encore, Guillaume. Vous décriviez une jeunesse qui serait plus en état de faire face à la mondialisation, enfin à tous les défis d'aujourd'hui à cause du cannabis. On a des chiffres là-dessus sur l'impact que ça peut avoir? Bien, écoutez, une question nous interpelle. La France, et je suis universitaire et je m'en réjouis, est un des pays qui consomme le plus de moyens pour l'éducation de ses jeunes. Or, quand on les met maintenant en compétition avec d'autres États, ça s'appelle le classement PISA, nous sommes seulement au 27e rang. J'affirme. Et vous pensez qu'il y a un lien de cause à effet direct? Sans pouvoir le démontrer, que si nous éradiquions le cannabis de l'espace éducatif, mécaniquement, nous gagnerions au moins une quinzaine de places. Alors après ça, il y a les contenus parce que ça rend les bête, c'est ce que vous êtes en modalités train de dire, ça rend lent, le chichon, ça empêche d'apprendre. Oui, mais ça, c'est un bon mot, professeur dans la main, pétard du soir, trou de mémoire. Vous pouvez généraliser à ce point-là. Non, mais ce sont des condensés d'en fait de données neurobiologiques qui sont maintenant clairement démontrées. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux que l'État soit le dealer et qu'il ne vende pas aux jeunes. On ne va pas demander aux dealers de rue de ne pas vendre à des moins de 18 ans, quoi. Ça ne marche pas. On a décidé de. Et vous pensez que ça marcherait si c'était légalisé, que personne ne vendrait au moins de 18 ans? Au moins, il faut s'en donner les moyens. Voilà. Vous connaissez le mot de la fin. Situation du tabac. Le mot de la fin. La situation du tabac, 70% des buralistes ne respectent pas l'interdiction de vente de tabac aux mineurs. Alors faisons leur confiance si on leur confie demain la vente du cannabis. C'est QFD, le débat est terminé. Merci à vous trois. L'émission continue, néanmoins, avec Xavier Mauduit, Jean-Mathieu Pernin, il ne fume jamais. 2 points de vue malicieux sur l'histoire et l'actualité internationale. Ça sera juste après des intox. Ce soir, le recul des inégalités en France. C'est une bonne nouvelle, comme la conjoncture n'en réserve pas beaucoup ces temps-ci. Selon une étude de l'INSEE, les inégalités en France ont reculé en 2013. Certains, à gauche, se sont empressés de saluer les résultats de la politique menée par le gouvernement en faveur des plus modestes. Ce qui n'est pas faux, mais pas tout à fait complet non plus. Le reflux des inégalités est incontestable. L'écart entre la masse des niveaux de vie des 20% les plus pauvres et des 20% les plus riches diminue de 4,6 à 4,3. Et l'indice de Gini, qui mesure le degré d'inégalité, enregistre son plus gros repli depuis 1996. En une année, le creusement des inégalités constatées depuis le début de la crise a été effacé. Mais si l'écart se resserre, c'est surtout parce que les 10% les plus riches ont vu leur niveau de vie baisser, ce qui s'explique d'abord par la baisse des revenus du patrimoine et ensuite par la forte augmentation des impôts visant les plus aisés. Si l'on va jeter un œil en bas de l'échelle, le niveau de vie des plus pauvres, lui, a certes un peu augmenté dans le même temps, pour la première fois depuis 2008, mais modestement. Une hausse qui résulte d'une augmentation des heures travaillées et, dans une moindre mesure, de la revalorisation de certaines prestations sociales. Verdict, le taux de pauvreté en France est redescendu en 2013, alors qu'il ne cessait de monter depuis 2008, même si le resserrement des niveaux de vie s'explique, lui, surtout par la baisse de celui des plus riches. Bonsoir à tous les deux, Jean-Mathieu Pernin, Xavier... J'adore, non? Bon, vous nous mettez en joie, c'est dit. Alors, on commence avec vous, Xavier. Scandale au Vatican, virtus post numos. La vertu, d'abord, avant l'argent. Mais non, là, c'est après l'argent, puisque de l'argent, on parle de 500 millions d'euros, ou plus, même 400 millions d'euros, auraient été détournés des fonds du denier du Vatican par des cardinaux qui voulaient mener grand train. Ça vous a fait penser à qui? À Montesquieu. Bien sûr. Ce soir, c'est open bar et Rome à gogo. Nous sommes le 19 janvier 1729 et Montesquieu arrive dans les États pontificaux, à Rome donc, où il découvre un système formidable que l'Église a mis en place, très efficace, pour se faire de l'argent, celui des indulgences. Une indulgence, c'est pardonner un péché, on va dire, contre quelques prières, ou plutôt contre quelques piécettes. Ça marche très très bien. En gros, si vous voulez, la confession accorde le pardon, mais ça n'efface pas la punition. Ma fille, vous avez
péché. Ah oui, oui. J'espère bien. Vous êtes confessé, Dieu vous pardonne. Oui. Par contre, vous allez quand même réciter 5 Ave, 8 Pater et puis faire un petit don, comme ça vous irez moins longtemps au purgatoire. Oui, c'est un système efficace. Mais en même temps, si on les psychanalystes font la même chose. Ils disent que quand on ne paye pas, ça ne sert à rien, une analyse. Voilà, donc ça marche très bien. L'Église va encore plus loin dans le système des indulgences parce qu'elle prévoit des indulgences pour des péchés que l'on a l'intention de commettre. Ce n'est pas encore commis. C'est le principe de précaution, disait Chirac. Voilà, d'anticipation, c'est parfait. Montesquieu, lui, a une audience avec le pape Benoît XIII. Et il se voit dispenser de faire maigre pendant le carême et puis pour tous les vendredis. En gros, Montesquieu, dorénavant, va pouvoir manger de la bidoche, de la charcutaille, se faire des tartines de beurre au saindoux quand il veut. C'est formidable, il est très très content. Il dit merci au pape, au revoir. Et puis il reçoit quelques temps plus tard sa bulle de dispense. Voilà le papier qui prouve son privilège. Et là, Montesquieu refuse de payer. Avec un argument très malin. Il dit mais non, ça ne sert à rien. Le pape est un honnête homme, sa parole me suffit. Voilà, donc il ne paye pas. Alors, pour terminer, il ne faut pas confondre le denier de Saint-Pierre, qui est destiné au pape, et le denier du culte pour les évêques et les curés. Des questions de charité chrétienne que nous expliquait en 1978 le curé de la petite paroisse d'Izé dans la Mayenne. Les riches ne donnent pas. L'expérience m'a appris que les riches sont imperméables à la charité. C'est les petites gens qui donnent. Les riches, ils sont constipés. Constipés, pourquoi ? Tout pour eux, rien pour les autres, tiens. Ainsi soit-il. Il parle d'or. Jean-Mathieu, vous passez des bornes, mon petit lapin, et vous allez nous en parler des bornes, justement. Exactement. Alors, vous connaissez tous Batman, vous connaissez Superman. Est-ce que vous connaissez Wi-Fi Man ? Justement, l'homme Wi-Fi. Alors, son pouvoir, c'est celui d'offrir du Wi-Fi gratuitement dans la rue à n'importe qui. C'est plutôt sympa comme pouvoir. Et son identité secrète, on le connaît tous, puisqu'il s'agit du SDF en bas de votre immeuble. Ça, c'est l'idée d'une association de Tchèques baptisée Wi-Fi for Life, équiper donc les SDF d'une borne Wi-Fi contre de la nourriture, des boissons sans alcool, des vêtements, un toit et même un pourboire de 5 €. Alors, pourquoi les SDF ? Voilà, pourquoi les SDF ? Parce qu'ils traînent toute la journée dans la rue, ils ne font rien de leur journée, puis ça leur permettrait comme ça de retrouver la voie du travail. Ça, c'est la position donc, du président de Wi-Fi for Life. Alors, à la base, pour l'association, il s'agit d'un programme de réintégration des sans domicile fixe dans la société. C'est assez simple, en fait, parce que pour eux, comme ça, ils ont un job, ils ont un but dans la vie, ils ont même une promesse peut-être d'embauche, un salaire minime, certes. Donc, c'est formidable, finalement, tout ça. Eh bien, bizarrement, les associations de défense des sans-abri ne voient pas ça du tout comme ça. C'est quand même étonnant. Pour eux, derrière ce projet humanitaire, il y a un projet d'avilissement de l'être humain parce que transformer un SDF en borne Wi-Fi, c'est tout simplement le garder dans la rue et pas l'en sortir comme souhaiterait toute finalement association humanitaire. Alors à la base, Wi-Fi for Life avait fait appel au financement participatif et ça n'avait pas trop bien marché puisqu'ils n'avaient récolté que 300 € sur les 5000 espérés. Donc ils ont été de leur poche, mais ça intéresse vraiment la mairie de Prague qui souhaiterait leur allouer une subvention pour équiper davantage de SDF en 2016. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est pas si mal cette idée parce que comme ça, enfin, on va pouvoir se plaindre que le Wi-Fi marche pas auprès de quelqu'un et on pourra dire non, moi je donne pas au Resto du Cœur parce que le Wi-Fi de leurs clients n'est pas assez bon. Un commentaire ? C'est quoi le Wi-Fi ? C'est ça. Voilà, c'est l'homme de Néandertal, on travaille avec lui. Ça fait plaisir, Elisabeth. Mais oui, j'adore. Merci mes amis, merci à tous les deux. 28 minutes est terminée. Vous pouvez revoir l'émission à toute heure en replay enrichi. Il est bête sur le site d'Arte, page 28 minutes. À suivre sur l'antenne, cycle Jeune Cinéma Français avec l'excellente comédie politique La Bataille de Solferino avec Vincent Macaigne qui attend votre 06 en languissant, Nadia, cette semaine. Demain 20h05 avec l'inouï Jean Mallory. Et on se quitte avec Bouche Doctor de Peter Tosh, Marijuana for glaucoma, Bis Morgan. Them say it cure glaucoma, yeah. I'm an the bush doctor.